classifie surtout comme histoire vivante et reconstitution historique. On fait des fois aussi de l'archéologie expérimentale, mais d'habitude ce n'est pas ce qu'on fait. C'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de préparation, de coopération avec des universités aussi, et qui doit être méticuleusement documenté. Donc c'est plutôt pas la norme qu'on fait ça. Mais voilà, la reconstitution historique et l'histoire vivante, c'est vraiment comment on appelle ce qu'on fait. On reconstitue pas forcément toujours un personnage historique précis, mais quand je suis vraiment entre amis, entre reconstituteurs, je suis moi, un homme du XXIe siècle qui essaye de se débrouiller en portant les habits et la mode du IVe siècle et de faire des aventures en contexte moderne, juste avec le matériel de l'époque. Donc là, on ne fait pas vraiment du LARP, on fait juste de l'expériment, de la vie, quoi, l'aventure. Sinon, lors des festivals, quand je joue un personnage historique précis, j'approche la chose d'une autre manière. Et vu que j'ai plusieurs empereurs que je joue d'habitude, c'est Constantin le Grand, Julien l'Apostat, Valentinien Ier, c'est ces trois-là que je joue le plus, mais j'ai joué aussi Théodose Ier, j'ai joué Valens, j'ai joué Constantius le Second, et sans doute je vais encore jouer plus d'empereurs, mais d'habitude c'est les trois que j'ai mentionnés d'abord. Et j'étudie beaucoup leur caractère, je lis beaucoup sur leur vie, les choses qu'ils ont écrites eux-mêmes. Julien a beaucoup écrit, c'est un grand philosophe, on le connaît tous très bien, comme le dernier empereur païen. Et j'essaye de donner plusieurs traits de caractère qu'on connaît, ma propre interprétation. J'ai étudié le théâtre, j'ai fait des cours d'acteur quand j'ai étudié au Canada et en Irlande, à l'université. Et j'essaye de donner un peu de mon interprétation de certains traits de caractère très retenus par l'histoire. Par exemple, Valentinien Ier, qui était un homme facilement en colère. C'est un caractère très intéressant pour moi aussi en tant qu'acteur, parce que sur un côté, cet homme est resté dans la mémoire de son époque comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un de bien, un grand empereur. Quelqu'un qui s'occupait des pauvres, des orphelins, quelqu'un qui était juste, était vu comme juste par la population, mais en même temps qui était très féroce avec son entourage à la cour. Donc quelqu'un qui tout d'un coup pouvait apparemment être très en colère et punir sévèrement les gens de son entourage très proche. On a plusieurs exemples de cette rage. D'ailleurs même il est mort par un anévrisme lors d'une crise de rage pendant la guerre contre... donc c'est un caractère intéressant. Un autre caractère super intéressant, bien sûr, Constantin le Grand. Pour moi, l'empereur presque le plus énigmatique qui soit, pour beaucoup de raisons, raisons de religiosité, la fondation de Constantinople, son influence sur l'Empire romain est complètement sous-estimée aujourd'hui. Sur le reste de l'histoire, à mon avis, c'est mon opinion personnelle, c'est peut-être l'empereur avec le plus d'influence sur l'histoire après lui, de tous les empereurs romains. Plus qu'Auguste même. Je joue aussi, ou je préfère être juste un empereur générique du IVe siècle avec ma panoplie. C'est-à-dire, je me concentre sur certains aspects qui sont indépendants des caractères personnels des empereurs. Donc la tenue qui reste à peu près la même pendant tout le siècle, et d'ailleurs pour plein de siècles après ça. C'est une tenue assez standardisée.
les empereurs avaient des tenues qui pratiquement appartenaient à l'État et qui étaient très très réglées. Donc je peux utiliser à peu près les mêmes choses pour chaque empereur parce que c'était très codifié. Bien sûr, j'essaie de m'adapter un peu. Par exemple, je me rase la barbe quand je fais les empereurs qui ne sont pas Julien. D'ailleurs, quand je fais Julien, il faut que je me laisse pousser la barbe. J'utilise des perruques aussi pour imiter la couleur de cheveux qui sont reportés sur les différents empereurs et pour imiter aussi un peu la coiffure à la mode à l'époque. Ça ajoute beaucoup et je peux d'ailleurs que conseiller à tout le monde qui veut intensifier encore sa panoplie d'utiliser aussi des perruques en fait. Ça ajoute vachement. La vraie émotion que je recherche dans une reconstitution historique, c'est quand on peut faire une cérémonie ou quand on peut reconstituer un vrai événement avec le plus de recherche et le plus de sérieux académique et scientifique possible afin de créer une vraie atmosphère, de créer une dynamique où le public et même les experts disent voilà, c'est exactement comme ça que j'imaginais à travers mes recherches que ça aurait pu ressembler. C'est ça en fait que je recherche. Si même les experts disent oh mon Dieu, voilà, mais là on a fait quelque chose, ça correspond tout à fait aux recherches. On a réussi à construire tout un contexte qui vraiment donne le sentiment qu'on est en train de regarder quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et c'est exactement ce sentiment-là de faire revivre au plus proche possible quelque chose de potentiellement vrai, de réel, qui me fascine, qui est ma passion, qui fait la magie, la vraie magie. Il ne faut pas utiliser les clichés hollywoodiens des films ou les clichés qu'on a nous-mêmes en tête de notre enfance. Il faut vraiment s'éduquer, créer des nouveaux clichés qui sont vraiment basés sur de la propre recherche, des années de recherche, et de vraiment essayer de maîtriser une situation historique au point qu'on peut dire, voilà, c'est très plausible, c'est très probable qu'on a effectivement réussi à recréer l'essence d'une certaine cérémonie ou d'un certain événement historique. Et c'est exactement quand on réussit à faire ça que le public adore, que le public est surpris. C'est ça le secret, il faut surprendre le public. On pense toujours, les gens viennent pour avoir la confirmation de leurs clichés. Et ce n'est pas du tout vrai. Les gens, peut-être ils viennent à la base pour ça, mais en fait ils viennent pour être distraits, pour être, comment on dit en français, pour voir quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude, pour voir quelque chose en fait qu'on ne voit pas dans les films. Ma pièce de kit préférée, c'est mon autre casque, un superbe casque de Robert Pustelak avec des pierres et qui est complètement doré et qui a une crête en plume de paon. Et c'est aussi d'ailleurs la pièce de kit la plus chère que j'ai. Donc voilà, je l'aime bien et je suis très fier de cela. Ce dont je suis le plus fier dans ma carrière de reconstituteur, c'est certainement le développement de la scène de l'Antiquité tardive jusqu'à présent qui a pris une grande ampleur, je pense, à partir du moment où on a commencé à se réunir à Carnuntum, à se battre, parce que c'est un combat chaque année, je peux vous dire ça, à se battre pour ce lieu qui est symbolique pour la renaissance de l'Antiquité tardive. C'est quasiment une ville majeure, une ville importante du IVe siècle qui est renée, qui est reconstruite et que nous, on fait partie de son histoire maintenant, de sa vraie histoire. Ce n'est pas un musée quelconque construit n'importe où comme un modèle, mais c'est l'original
qui a été reconstruit au mieux de notre savoir et avec les meilleures techniques à notre disposition aujourd'hui. Et voilà, nous on le complète avec de la vie, plusieurs fois par an, mais surtout une occasion, c'est le Festival de l'Antiquité tardive. C'est aussi le festival que je n'aimerais pas rater chaque année. Je pense que beaucoup de mes camarades peuvent ressentir ça aussi. Il y a une grande camaraderie, il y a un sentiment qu'on est en train de faire quelque chose de plus grand que juste un festival, de plus grand que le propre groupe ou la propre panoplie. On a presque l'impression qu'on a créé un lieu métaphysique pratiquement, où vraiment on vit une certaine essence, où on essaye vraiment, presque comme des scientifiques sur un côté, mais complètement des alchimistes et des rêveurs, des artistes sur l'autre côté, de recréer le sentiment ou l'essence d'une certaine époque. Et une époque qui nous réunit en tant qu'Européens, mais au-delà de l'Europe aussi, parce qu'on a aussi des gens qui sont originaires de l'en dehors de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l'Asie et aussi de l'Australie, Nouvelle-Zélande. J'oublie certainement plein de lieux, mais c'est vraiment un mouvement international et qui est en train de capturer une vraie essence européenne. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Si j'ai des amis qui viennent, par exemple, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de l'Italie ou de l'Allemagne, du Danemark, de la Bulgarie, de la Pologne, de la Roumanie, peu importe, qui viennent à Carnuntum en Autriche, on peut leur dire que ces ruines qui sont là-bas et les reconstructions, ce lieu même, c'est pas un lieu autrichien. C'est pas un lieu qui appartient à l'Autriche culturellement. C'est leur maison, c'est leur patrie à eux aussi, dans le temps. Parce que c'était un État. Les ruines de Carnuntum, ils ont été construits par des gens de partout dans le monde romain. C'est un héritage qui se partage bien au-delà des frontières de l'Autriche. Donc si quelqu'un vient de Sofia par exemple, à Carnuntum, je peux lui dire bienvenue à la maison. De même quand moi je viens à Sofia ou en France, dans un des sites, ou en Italie, à Rome, à Milan, je me sens à travers cette culture romaine qui nous est tous commun, d'une manière ou d'une autre, que je suis à la maison. J'ai droit à cet héritage aussi, n'importe où que ça se trouve dans l'ancien Empire romain. Et ça crée une atmosphère et une camaraderie et un feeling d'unité incroyable que j'ai jamais pu ressentir comme ça. Je pense le seul endroit où on ressent vraiment ça à ce niveau-là, c'est peut-être la Légion étrangère en France, qui a encore cet esprit d'ailleurs, c'est nommé la Légion aussi. Mais lors du festival à Carnuntum, on a des archéologues, on a des scientifiques même qui étaient émus afin de pleurer même quand ils ont ressenti cette atmosphère, cette fraternité, cette camaraderie au-delà des cultures. Tu ressens, bien sûr, chacun apporte sa culture, chacun apporte l'essence de là d'où il vient, mais il est prêt à mettre ça au service d'une identité superposée, d'une identité au-delà de ça, qui unit chacun, même si ce sont des cultures à la base vachement contradictoires, où les mœurs et la mentalité est très différente. Tout d'un coup, on ressent que cet héritage romain, cet héritage commun, change quelque chose dans la perception des gens d'eux-mêmes et des autres, qui les rend super enthousiastes pour l'affaire commune, pour l'affaire de l'Europe. Et de ça, je suis très fier. Et j'espère qu'on peut maintenir ça
d'une manière très positive, très inclusive, et que effectivement peut-être même notre Europe moderne, l'Union européenne, peut apprendre un peu de ça, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a redécouvert peut-être d'une manière là, qui peut-être nous manque dans nos temps modernes. Alors, quelle date aimerais-je bien faire? Bon, il y a plein de dates, parce que déjà, je m'intéresse à plein d'époques, pas seulement l'Antiquité tardive, pas seulement le IVe siècle. Si j'avais l'argent et le temps, j'aimerais bien faire toutes les époques et tous les événements, bien sûr. Mais ce n'est pas possible et pas très efficace non plus. Mais en ce qui concerne le IVe siècle, j'aurais bien aimé faire Old Sarum et la bataille de Badon Hill. Peut-être ça va se faire dans le futur. On parle de peut-être réanimer ça. Malheureusement, les derniers épisodes, j'ai raté. Plein d'autres événements, la Natale di Roma bien sûr aussi, pour célébrer Rome, la naissance de Rome, ensemble avec tous nos frères de tous les siècles de la grande histoire romaine. Mais sinon, ce que j'aimerais faire encore beaucoup plus que de visiter certains festivals, c'est d'en créer plus de festivals. Créer d'autres festivals avec un peu le même format ou avec un peu le même esprit qu'on a réussi à créer ensemble à Carnuntum, et d'amener cet enthousiasme, cet esprit aussi, cette manière de faire très inclusif pour le public. Du bon vin, du mulsum bien sûr. Bon, là il faut dire, c'est quand même une préférence. En reconstitution, le mulsum c'est quand même ma chose favorisée. Mais sinon, de la bière, de la bonne bière faite maison. Alors, les anecdotes, j'en ai bien sûr beaucoup, comme nous tous. La plupart, que pour des raisons de diplomatie, je ne pourrai pas partager en ligne. Si vous êtes intéressé, vous allez venir me voir à l'occasion et vous pouvez me demander un peu sur certaines drôles d'histoires. Une anecdote qui était quand même assez drôle, c'était l'été dernier. Je jouais l'empereur Valentinien Ier, donc j'ai préparé un speech en latin du IVe siècle où je faisais référence aux événements de l'année, je pense que c'était 367, quelque chose comme ça, dans la région. Et voilà, d'habitude ces speeches-là, je les pratique un jour avant. Mais là, j'étais même bien préparé, j'ai pratiqué ça 2 jours avant. Et je l'ai déjà tenu devant un public 2 fois, ce speech. Et pour une raison, je me rappelle, j'étais très vénère lors de cette prestation particulière. Et j'étais vraiment dans le mode valentinien. J'étais vénère, j'étais ingrat, et je trouvais pratiquement tout le monde ignoble qui me parvenait sous les yeux. Et j'ai oublié mon speech. J'étais là et j'avais tout d'un coup les paroles qui me venaient plus, les phrases que j'avais plus en tête. J'étais vraiment tellement dans ma colère que j'ai oublié mon texte. Mais j'ai quand même continué. Mais j'ai complètement inventé les mots, j'ai inventé les phrases. Et plus que ça continuait, plus j'étais vénère, plus j'oubliais les trucs, plus je disais n'importe quoi en latin. Mais ce qui était drôle, je descendais après de la scène, quand toute la cérémonie était terminée, et il y avait des professeurs d'histoire de l'université de Trier, je pense même, qui sont venus me voir et qui m'ont congratulé pour mon impression de valentinien. Ils disaient « Ah oui, mais c'est le latin, c'était excellent, la rage, on aurait vraiment cru que c'était le vrai et tout. » Et je dis « Merci, pour la rage, c'est vrai, mais pour le latin, c'était la catastrophe, j'ai dit n'importe quoi. »